Alors, bonjour Michel, merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Ça me fait beaucoup plaisir. Et j'aimerais juste que vous preniez trois phrases pour vous présenter. On est ici chez Festo Didactique Oui. à Québec. C'est un lieu magnifique. Et vous êtes vice-président. En fait, j'étais vice-président Ah, ok. Je exécutif suis pas à jour. Ok. de LabVolt. Ok. Et Ok. puis, LabVolt, en fait, on a été acheté par une compagnie allemande, Festo. Et nous sommes dans une sous-division de Festo qui s'appelle Festo Didactique. Donc, Festo, total de 17 000 employés. Et Festo Didactique, la division dans laquelle nous, à Québec, ici, on évolue, c'est Festo Didactique. Et on est fabricant d'équipements pour l'éducation. Alors, moi, ce que je fais maintenant, dans la transition, ça fait un an la semaine dernière que l'acquisition s'est faite. C'est tout récent, là. Tout récent. Ça a été un tsunami. Et on est toujours un peu sur la vague. On surfe toujours, en fait. On essaie de ne pas se noyer. C'est un changement énorme pour nous. Et en même temps, c'est très intéressant. C'est très difficile pour certaines personnes. J'ai eu une petite période assez difficile aussi parce que j'avais à faire mon poste avec les anciennes fonctions de vice-président. Et on m'a demandé d'être sur le bureau de gestion des projets de transition, donc d'une organisation qui est 750 employés au lieu de 250. Ça faisait un petit peu plus de monde et de communication. Et aussi, on m'a demandé de former la relève pour les prochaines 10 à 15 années qui s'en viennent. Et on m'a demandé de laisser tout ce que je faisais avant entre les mains d'autres employés. Et puis, on m'a demandé aussi de développer un nouveau segment dans le business qui demande beaucoup de connaissances du marché, connaissances de nos produits, des employés aussi. Donc, j'ai accepté et c'est un nouveau défi pour moi. Et le défi n'est pas seulement technique, le défi est très, très, je dirais, humain et culturel. Et puis, je l'ai accepté, donc j'avance là-dedans. Puis, on essaie de garder nos références. On avait établi des références avec LabVolt pendant, je dirais, les 20-25 dernières années. Et là, tout d'un coup, on change de référence assez rapidement. Ça nous a déstabilisés en tant qu'équipe à Québec. Mais là, on essaie de se recentrer sur notre nature, notre culture ici à Québec. Et on se remet tranquillement là, dans nos façons de faire qu'on avait établies, et puis qui est très, très humaine. On avait réussi à s'interconnecter, je dirais, tous ensemble de façon très profonde. On a perdu un peu cette connexion-là, là, on est en train de la rétablir. C'est la fameuse gestion du changement. Hein? Vous avez vraiment eu, comme vous dites, un vrai tsunami. Un tsunami. Maintenant, le tsunami, je dirais, le tsunami se retire tranquillement, mais quand le tsunami se retire, bien, vous savez un peu quand vous voyez ces catastrophes naturelles-là, j'appelle ça une catastrophe naturelle, ça laisse des marques. Hein, tout ce qui avait été construit est démoli, et puis il reste des vestiges, et puis là, il faut reconstruire là-dessus. On sait, on a une image de comment c'était avant, qu'est-ce qu'on avait réussi à construire, on sait qu'est-ce qu'il faut faire, mais il reste il y a des choses qui ont été démolies, puis qu'il faut refaire, et plus encore, c'est qu'il y a plus de monde qu'avant, donc il y a des nouvelles personnes dans l'organisation qu'il faut réussir à comprendre et à s'aligner avec toutes ces nouvelles personnes-là en Allemagne, aux États-Unis, puis il y a 61 bureaux maintenant à travers le monde.
Donc, il y a un clash culturel assez fort. Énorme, énorme. Mais on reste quand même dans notre état d'esprit qu'on avait, qui était là avant l'acquisition. On est resté, puis de temps en temps, mais il faut se rasseoir, puis se remettre un peu au centre de tout ça, puis de se remettre ça en perspective. Mais on est sur la bonne voie. Ouais. Donc, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ce processus, dans ce tsunami-là, dans cette catastrophe naturelle? C'est de rester connecté. Rester connecté. Puis quand vous parlez de rester connecté, vous faites avec soi-même. Avec vous. Avec nous, avec ce qu'on est en réalité, ce qu'on a toujours. En fait, ce qu'on a trouvé, nous, dans les dernières années, ce qu'on a découvert, c'est qu'on est tous différents et on doit tous se respecter en tant qu'être humain pour ce que l'on est et on doit admettre aussi ce que l'on est. Autrement dit, on doit dire, on n'est pas des super-héros dans tous les domaines. Par contre, on a des talents plus spécifiquement dans certains domaines. Et là, on s'est découvert là-dedans, on a dit, OK, toi, tu es meilleur que moi là-dedans, tu vas t'occuper de ça. Moi, c'est pas parce que je suis directeur ou vice-président que je dois tout connaître. On doit avouer à ses pairs, aux gens qui travaillent avec nous, écoute, moi, ça, je suis pas bon là-dedans. Donc, toi, tu es meilleur que moi, tu vas t'en occuper. Puis, on n'était pas... on avait réussi un peu à aplatir la hiérarchie dans l'organisation, assez, je dirais, jusqu'à un certain point, que les gens qui étaient présidents ou vice-présidents, tout ça, on a réussi à se mélanger avec les gens un peu dans tous les départements. Puis on avait réussi aussi à faire une gestion qui était basée sur les besoins du moment. Alors ici, notre mentalité, en fait, moi, ma recherche, c'est la présence. Je travaille beaucoup sur la présence et j'ai fait plusieurs recherches, j'ai lu plusieurs bouquins sur la présence ou le moment présent, en fait, et j'ai découvert beaucoup de choses là-dedans. Puis on a découvert qu'on pouvait gérer en fonction de cette présence-là. On avait mis des choses en place, puis une des choses en place qu'on avait mis, c'était la gestion selon les besoins du moment. Alors, le besoin du moment, c'est le moment présent. C'est qu'est-ce qu'on a à faire. Puis, des fois, une personne est mieux pour gérer un projet que même un vice-président. Parce qu'elle est meilleure, elle connaît plus le domaine, ou elle a plus de goût ou de motivation, ou peu importe. Elle est mieux positionnée dans l'organisation pour faire la gestion du projet. Et elle devient, en quelque sorte, le patron du président ou du vice-président dans ce projet-là. Dans ce projet-là, puis ça marchait très bien. Maintenant, avec la fusion, bien là, on comprend qu'on est plus gros. Là, il y a une structure hiérarchique qui est beaucoup plus, je dirais, stratifiée, en hauteur. Lourde, oui. Puis, qui est nécessaire, mais en même temps, nous, on est en mode un peu de essayer de, oui, respecter cette hiérarchie-là, mais en même temps, essayer de dire, bien, on peut revenir un peu comme on était avant, de gérer en fonction des projets qu'on a à gérer. Puis c'est ce qu'on met en marche ici au Canada. Puis comment est-ce qu'on sauvegarde ces valeurs? Ce que j'entends, c'est les valeurs. Vous voulez rester fidèle à vos valeurs de l'époque de la Volt. Oui. Comment on sauvegarde les valeurs lorsqu'il y a des changements, des fusions, des acquisitions dans une période comme ça, là, de changement intense? Il faut rester tranquille. OK. Puis comment est-ce qu'on fait ça quand on est dirigeant? C'est difficile. S'il faut avoir conscience qu'on est en train de devenir incohérent avec nos valeurs. Puis lorsqu'on est conscient de ça, on est capable de se remettre en cause, de se recentrer. C'est le moteur, en fait, de cette conservation de nos valeurs, c'est la conscience qu'on est en train de les perdre. Ça, c'est vraiment très important. Et c'est aussi la confiance qu'on va les garder. Il faut avoir confiance. Il ne faut pas dire « Ah, c'est terminé maintenant, on est une plus grosse compagnie, puis ce ne sera plus comme avant, puis il faut accepter que... » Oui, on accepte que c'est différent, mais nos valeurs profondes doivent rester. Ouais. Il faut que ça reste parce que ça fait partie de notre identité ici à Québec.
Puis on veut aller plus loin que ça. Nous, on veut contaminer le reste de l'organisation. C'est là qu'on veut aller, parce qu'on y croit. Puis on a commencé. Puis ça a fait certains, je dirais pas vagues, mais ça a donné certains résultats. Puis nous, à Québec aussi, on fait partie de l'organisation en tant que gestionnaire aussi, parce que c'est pas seulement l'Allemagne maintenant qui gère, mais on a des leaders mondiaux ici à Québec. On a 3 personnes à Québec qui ont été identifiées comme leaders mondiaux. Pour certains, comme la recherche et développement, le type qui est le leader mondial est en Allemagne. Pour la responsabilité des produits, ce qu'on appelle Product Manager, le Head of Global Manager, le Product Manager, c'est un type qui est ici à Québec. Puis Head of Global Manufacturing, il est à Québec aussi. Donc, on fait partie, si on veut, du groupe de direction des 750 employés global. Comme moi, le business que je développe présentement, mais c'est les services qui sont relatifs aux produits éducationnels. Puis c'est une équipe qui est mondiale. Moi, je suis responsable mondial de l'équipe. Alors, on a des gens à Québec, on a des gens en Allemagne, on a des gens au New Jersey, on a des gens un peu partout sur la planète. Donc, mon défi, et c'est là que j'ai trouvé intéressant, puis je l'ai accepté, j'ai dit, moi, ce que je veux faire, c'est de continuer à travailler comme je travaillais avant, mais mondialement. Alors, j'ai des gens ailleurs. Comment on peut donner le leadership d'un projet à quelqu'un qui est en Algérie, puis c'est lui qui va leader un projet, puis moi, je vais devenir son employé, même si je suis head of dans l'organisation. C'est un peu ça mon défi. Puis on l'a accepté. On a dit oui, on va le faire. Puis là, on a des petites victoires, un petit peu à gauche, pas à droite. Puis... Et si j'interprète votre sourire, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Est-ce que c'est une motivation qui va au-delà de ce qui s'est passé? C'est plus qu'une motivation. Pour nous, c'est un mode de vie. Un mode de vie, OK. C'est un mode de vie. Je donne souvent l'exemple. Quelqu'un dit bon, moi, je vais m'entraîner pour faire des compétitions, mettons, nationales. OK? Mais je veux pas. Si tu veux faire des compétitions nationales, c'est un mode de vie que tu dois adopter. Il faut que tu te couches de bonne heure, il faut que tu te lèves de bonne heure, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu manges mieux, il ne faut pas que tu fumes. C'est plus que de dire je vais m'entraîner 20 heures par semaine. C'est pas juste ça. Oui, ça fait partie, mais ça part du mode de vie. Et nous, on a découvert et on a fait la promotion dans l'organisation du bonheur. On a dit, si on décide quelque chose, si on décide de faire quelque chose, il faut s'assurer qu'on le fait pour le bonheur des employés, le bonheur des clients, le bonheur des actionnaires, le bonheur de tout le monde. Puis plus on va toucher le monde, plus notre décision est forte. Puis ça a toujours été payant de le faire. Puis, donc, payant à quel niveau? Au niveau du bonheur. Puis quand les gens sont heureux, les gens sont plus performants. Donc aussi financier, là, ça se traduit dans des résultats. Exact. Donc, on est plus performant. Puis, en fait, ce qu'on a découvert, nous, c'est que c'est un cercle de trois choses. Puis ça date d'il y a très longtemps. On n'a pas découvert, on a juste pris conscience. Hein. On parle de Maslow, la pyramide de Maslow. Hein. Le top de la pyramide, c'est l'accomplissement. Fait que, ce qu'on a découvert, c'est le trio, c'est l'accomplissement, le bonheur et la performance. Puis ça tourne. Ça tourne dans le sens horaire ou ça tourne dans le sens anti-horaire. Si ça tourne dans le sens horaire, bien, ça va de mieux en mieux. Puis si ça tourne dans l'autre sens, ça va de moins en moins bien. Donc l'idée, c'est... Puis ça va avec l'idée du moment présent ou de la présence. C'est que plus vous êtes capable de générer d'accomplissement, plus vous amenez les gens dans le moment présent. Parce que l'accomplissement, c'est une incursion dans le moment présent. Donc, si vous réussissez à faire prendre conscience aux gens qu'ils ont accompli quelque chose, avec la structure de l'organisation, si votre organisation est structurée pour dire aux gens, bien voici, tu viens d'accomplir ça. Et tu viens d'accomplir ça. Et tu viens d'accomplir ça. Le plus souvent possible,
ça vient se linker, c'est proche, c'est très, très lié au moment présent, hein, parce que tu lui dis dans le moment qu'il vient d'accomplir quelque chose. Donc, c'est une incursion dans le moment présent. Cette incursion-là, ça produit du bonheur. C'est automatique. Parce que dès qu'on est dans le moment présent, notre niveau de bonheur augmente. Okay? C'est pas plus compliqué que ça. Parce qu'on l'accepte. Hein, si on l'accepte, puis on est bien, on se sent bien là-dedans. Puis quand on est heureux, ben on n'a pas de soucis, on est en paix. Donc c'est très clair ce qu'on a à faire. On devient performant. Puis quand on devient performant, on accomplit encore plus. Puis quand on accomplit encore plus, on devient encore plus heureux, puis ça tourne comme ça. C'est comme un cercle vertueux. Hein? C'est un cercle vertueux vers le haut. Ouais. Fait que c'est ça qu'on... Une c'est spirale ça, ascendante. une spirale ascendante. Et c'est ça notre mode de vie. OK. C'est mon mode de vie personnel. On doit le faire pour nous en premier, parce qu'en tant que leader, si ça commence par soi, hein, les gens vont nous suivre comme leaders s'ils croient aux mêmes choses que nous. Si le leader croit au bonheur, il n'y a pas grand monde qui ne voudrait pas être heureux. Hein. Donc, quand tu parles aux employés ou tu présentes des projets, tu te dis, moi, mon but, là, c'est que les gens soient heureux là-dedans. Hein, toute la communauté de Festo Didactics, moi, mon but, c'est que les gens soient heureux, autant les employés que les clients, que la famille des employés, que les propriétaires. Fait que la décision qu'on prend ici, on pense que ça va rendre les gens heureux. Donc, oui, on le fait. Bien, les gens vous suivent là-dedans, parce qu'ils y croient. Si mon but, c'était de rendre les gens malheureux, les employés ne me suivraient pas. Mais là, les employés nous suivent dans ça. Et donc, en tant que leader, il faut y croire soi-même en premier, puis il y a une transformation à faire. Est-ce que vous pouvez parler brièvement de cette transformation? Est-ce que c'est celle que vous aviez mentionnée il y a déjà quelques années? Oui, en 2004. Et qui m'avait beaucoup touchée, là. Le témoignage date de 2009, mais en tout cas, juste... Oui, c'est une transformation que moi, j'ai vécue en 2004. Et en fait, on a eu un tsunami à cette époque-là qui était de rationaliser un paquet d'entreprises ou de sites de production en un seul ici à Québec. Ça a duré 4 ans, tout ça, puis on s'est finalement oublié dans tout ça. On a voulu faire le plus vite possible, le moins cher possible, etc., etc. On s'est tous oubliés là-dedans, puis moi, je me suis tellement oublié dans ça qu'à la fin, en 2004, j'ai fait un burn-out. Donc, je me suis rendu malade. Il y en a d'autres aussi qui sont partis, puis il y en a d'autres qui ont été en arrêt de travail cause maladie. Et suite à cet arrêt de travail-là, ben, moi, je suis une personne analytique. Puis là, je me suis assis à la maison, puis je me suis dit, c'est quoi qui se passe? D'abord, c'est un échec. C'est un échec professionnel. C'est un échec personnel aussi. Ça fait mal à l'ego. Hein? Tu laisses ton monde tomber là, après, au moment où tu as beaucoup de travail, puis tu laisses les gens tomber, puis tu n'as pas le choix. Tu es malade, puis tu es plus fonctionnel. Puis, au début, j'étais pas tout à fait en mode de requestionnement, mais à un moment donné, avec un peu de recul puis de temps, j'ai fait certaines recherches, puis j'ai découvert que tout simplement, je m'étais oublié en tant qu'individu. Puis comment vous vous êtes retrouvé? Ben, moi, j'ai découvert que tout ça, c'était une espèce de psychose. Hein. Wow, le mot est fort, hein? Oui. Wow. Mais une psychose, ça peut être à 2 à 50 ça peut être à 100 Une folie, hein? C'est une folie. Oui. C'est carrément une folie. C'est le cerveau qui s'emballe et le cerveau devient bruyant. C'est une machine à générer du bruit. Puis lorsque le bruit est trop intense, ben le cerveau ne fonctionne plus. Et le travail qu'on a à faire, on a besoin à quelque part, on a besoin de l'outil qui est le cerveau. Mais ce qu'on réalise en prenant conscience de ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas notre cerveau. Le cerveau est un outil. Alors, on se met à l'observer et on se dit, qu'est-ce qui se passe avec cet outil-là? Il est détraqué. Il y a trop de bruit. D'où vient le bruit? Bien, il vient de la fatigue, c'est sûr. Ça ne nous aide pas à avoir temps dans tout ça. On est exténué.
Mais tout ce qu'on n'accepte pas, puis tout ce qu'on remet la faute sur quelqu'un d'autre, hein? C'est typique. On en parlait avant. Oui. Le rôle de victime. C'est ça, le rôle de victime. Moi, c'est pas de ma faute, puis c'est de la faute du système, ou c'est de la faute du gouvernement. On met toujours la faute quelque part, mais on est le seul responsable de ce qui nous arrive. Alors, je prends conscience de ça, puis je prends conscience aussi de la puissance du moment présent. Parce que le moment présent, c'est une absence de bruit dans le cerveau. Hein? C'est le cerveau qui se tait complètement. Puis là, on parle d'un entraînement, là, comme... c'est un entraînement mental. Oui, hein? Oui. Absolument. Vous avez fait ça avec la méditation? Méditation. Oui, OK. Oui, beaucoup de méditation. Donc, beaucoup développer votre observateur, c'est ça que j'ai entendu? Oui. Hein? Pour que vous soyez capable d'observer qu'est-ce qui se passe, d'aller dans le factuel. Prendre du recul. Devenir, en fait, seulement l'observateur de soi-même, en premier. Comme j'explique quand en fait, je donne des conférences de temps à autre, quand on s'est rencontrés. Comme j'explique, je dis, on devient observateur de soi-même, puis on ne peut pas aider les autres si on n'est pas de s'aider soi-même. Donc, si on s'observe et on se dit qu'on n'est plus fonctionnel, bien, oublie, à partir de là, oublie d'aller plus loin avec les autres qui sont autour de toi. Ça va juste faire du dégât, ça ne fonctionnera pas. Tu te mets à t'observer, tu te dis, je suis en train de devenir une victime, ou je suis en train de ne pas accepter une situation. Puis la situation, elle est ce qu'elle est. Ce qui est, ça serait difficile de changer ce qui est. Hein? La situation, on n'a pas le choix de l'accepter ou d'essayer de la modifier, mais il faut passer à l'action. L'action, c'est le moment présent aussi. C'est une action. C'est important que ce soit comme évident qu'aller dans le moment présent, c'est une décision et une action. Hein? C'est une action, exact. C'est actif. On passe à l'action. On s'imagine qu'on devient passif, mais c'est pas ça. C'est le contraire. C'est le contraire. Ouais. Alors, si on évalue qu'on peut changer la situation, puis qu'on a le pouvoir de le faire, on le fait. Et on le fait dans le moment présent, on le fait dans l'action. Mais si on le regarde et on dit « Ah, pauvre moi, puis ça ne devrait pas m'arriver à moi, puis on peut faire ça pendant des heures et des heures et des heures et des heures. » Et tout simplement, ce qu'on fait, on génère du malheur. C'est du malheur. C'est pas du bonheur. Comment vous faites pour mesurer le bonheur, pour vous assurer du bonheur? Parce que on parle beaucoup, là, c'est des soft skills, hein? Ce sont ces mots, là, comment on fait pour savoir, eh bien, là, je suis en train de contribuer au bonheur. Comment vous faites ça concrètement, là, par rapport à... Vous l'avez effleuré tout à l'heure, à une question où vous posez la question, là, vous voulez que les employés soient heureux. Mais comme output, là, est-ce qu'il y a des lignes, des mesures que vous avez qui vous aident à vous positionner? Je ne dirais pas qu'il y a des mesures empiriques, mais oui, il y a certainement des mesures qu'on peut... des façons de travailler qu'on développe qui nous donnent un feeling, hein, qui nous dit oui, ici, ça semble bien aller. Et normalement, la perception qu'on a ou le feeling qu'on a, et c'est seulement lorsqu'on est vraiment en contact avec les personnes. Pas avoir du feedback par l'intermédiaire de d'autres personnes. Ça, c'est important. Donc, on va vous donner une idée de ce que j'ai changé pour arriver à avoir des antennes. Hein, un peu. C'est pas dans un fichier Excel, ça. Non. C'est vraiment avoir un feeling de oui, ici ça va bien, ici ça va moins bien, et pourquoi, puis selon aussi le travail qui est fait. Moi, j'ai plus de bureau. Ici, on est dans une salle de conférence. Ici, c'est mon ancien bureau. Et j'ai libéré le bureau. Mon bureau, c'est un sac à dos. Et quand les gens veulent me voir, ils vont demander à me voir. Ils vont m'appeler ou ils vont m'envoyer un courriel. Et je me déplace pour aller les rencontrer. Là, je vais sur place. Okay. Le plus souvent possible. Fais-tu du domicile? Oui. Parce que, on est en contact avec la réalité quand on se déplace. Et le contact avec la réalité, c'est le moment présent. La réalité,
c'est le moment présent. Si vous n'êtes pas en contact avec la réalité, si vous êtes dans votre bureau, puis vous accueillez du monde à la journée longue qui passe dans votre bureau, vous voyez la personne, mais vous ne voyez pas son environnement. Alors, vous perdez une quantité d'informations énorme. Alors oui, c'est un peu plus long de se déplacer, mais c'est bien parce que ça nous fait faire un peu d'exercice. Parce qu'assis tout le temps, à un moment donné, on vient qu'on a moins d'énergie aussi, on est ankylosé, tout ça. Puis en même temps, on se déplace d'un point à l'autre, puis on voit ce qui se passe dans l'organisation. Donc le face-to-face, aller voir, mais c'est plus que du face-to-face, c'est face to le milieu. Hein? C'est aller vers les gens. Là, la personne va dire, j'ai un problème avec une équipe, ou j'ai un problème avec une machine, ou avec un projet. Tu plonges dans l'environnement de la personne. Puis, souvent, il n'y en a pas de problème. Le problème, il est dans la... Dans la perception? C'est la personne qui crée le problème, qui n'accepte pas ce qui est en train d'arriver, puis qui n'est pas passé à l'action. Exemple. Intéressant. Donc, là, le problème peut être une forme de résistance. Une forme de résistance. Alors, si vous la recevez dans votre bureau, cette personne-là, vous allez avoir la perception que la personne va vous communiquer, puis vous allez avoir l'impression qu'il y a vraiment un problème. Mais en réalité, allez y croire. Vous allez y croire. Vous pouvez vous faire entraîner dans le même état d'esprit. Le build-up. Oui, le build-up. Si vous allez sur place, vous regardez, vous allez souvent dire, écoute, cette machine fonctionne mal, ou mais non, en réalité, c'est parce que la machine a été mal calibrée. On va la calibrer. On va faire venir la personne, puis on va passer à l'action. Le problème est réglé. Comme je dis souvent aux gens qui m'appellent, qui me disent « j'ai vraiment un problème », et quand je me rends sur place, je leur regarde, je dis « tu as un problème maintenant, personnel, ou tu as un problème avec une machine, ou c'est pas un problème, c'est une situation qui te demande de passer à l'action. » Donc c'est une belle façon de reformuler, hein? Oui, parce qu'un problème, c'est quelque chose qui est, pour moi, qui est virtuel, qui est dans l'esprit d'une personne, puis qui n'a pas accepté une certaine situation. Donc, je n'accepte pas la situation, donc j'ai un problème. Mais oui, mais ça se passe à l'intérieur de toi, dans ton état d'esprit. Ce que tu me décris ici, c'est une situation qui demande de passer à l'action. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le problème, c'est comme si c'était associé à l'inaction ou à un cul-de-sac, comme on est jamais en bon français. Vous avez toujours 3 choix. Vous pouvez accepter la situation, puis vous passez à autre chose. Dans ce cas-ci, ça veut dire que vous passez à autre chose, donc vous allez dans l'action vers quelque chose d'autre. Vous attaquez ou vous vous mettez à vouloir résoudre la situation ou améliorer la situation, si vous pensez que vous en avez le pouvoir. Encore une fois, vous passez à l'action. Ou vous ne l'acceptez pas, puis vous faites simplement le hamster qui tourne. Pauvre moi, pourquoi ça m'arrive à moi? Non, on se lève et on règle le problème. Ça, c'est génial. Là. Donc, la façon comme vous le présentez, là, pour moi, ça fait vraiment un regard très frais sur une situation, la façon qu'on a à regarder les situations. C'est un nouveau regard que vous portez. Et au fond, vous le rendez factuel. Ah, ça c'est un fait. OK, ça demande une action. C'est tout. Alors, c'est comme si l'éléphant, là, il dégonfle et devient une souris. Et puis, on peut le gérer. Ça devient très gérable. Quand l'éléphant existe? Quand il existe, souvent, mais souvent il n'existe pas. Non. Souvent, il n'existe pas. Mais c'est une perception. Mais l'éléphant... En fait, c'est du bruit mental. Oui. C'est une perception de problème, oui. C'est une construction mentale qui résulte à « j'ai un problème ». Mais en fait, non, c'est une situation qui demande de passer à l'action. Tu t'en vas en forêt et tu rencontres un ours. Tu ne diras pas « j'ai un problème ». Tu vas courir.
Tu vois? C'est bien dit. Donc, c'est tellement clair que ben, tu ne diras pas, ben là, j'ai un problème, puis il y a un ours qui est devant moi. Ouais. Tu vas passer à l'action, là, parce que si tu ne passes pas à l'action, tu vas... C'est quelqu'un d'autre qui va passer à l'action. Probable. Ouais. Donc vous n'avez pas de bureau, vous visitez les gens sur leur lieu de travail. Vous, en coaching, on appelle ça du recadrage. Vous faites comme un recadrage pour reformuler la situation et vous ôtez comme le mot problème, pas juste le mot, mais aussi tout ce qui est associé à ça, hein, le bruit mental. Le problème, ça n'existe pas. Ouais. On partez de là. Moi, je pars toujours avec ça. OK. J'ai des gens ici qui maintenant sont convaincus de ça. Ouais. Parce que j'essaie de faire la contamination aussi. Bien sûr, oui. À un moment donné, je passais dans l'usine, puis j'avais une personne au magasin qui disait, ah là, la personne, elle bougonnait. Ça brassait. Là, je me suis arrêté. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ah, elle dit, là, j'ai des problèmes. Elle dit, j'ai des problèmes. OK, j'ai dit, t'arrêtes tout ce que tu fais. Tu déposes ton crayon, tu déposes. Ah non, j'ai pas le temps. Oui, tu vas le prendre le temps. Tu déposes tout ça. Tu t'assois là. Là, tu vas me dire, quel est, à ce moment-ci, ton plus gros problème? Maintenant, là. Elle n'a jamais été capable de me le dire. J'ai dit, tu sais qu'un problème, ça n'existe pas. C'est une construction de l'esprit. J'ai dit, ce que tu as à faire, c'est, tu choisis qu'est-ce que tu as à faire en premier, puis tu le fais, puis tu oublies le reste. Puis quand tu vas avoir fini ceux-là, peut-être tu vas avoir trois problèmes, 3 constructions de ton esprit qui vont disparaître instantanément. Puis, quand j'ai repassé plus tard, la personne avait le sourire. Donc, ça c'est dégonflé. C'est pas toujours instantané comme ça, mais il y a des cas comme ça qu'on réussit à... Puis maintenant, quand je passe et que je vois que la madame bougonne, je dis, t'as-tu des problèmes? Elle dit, non, c'est correct, je n'ai pas. Et c'est une belle façon d'aligner une personne, hein? Autrement. Ben, c'est de prendre conscience qu'on se construit des problèmes. Ouais. On veut se plaindre, hein? Ouais. La nature humaine est comme ça. Ouais. On veut se plaindre de quelque chose parce que le monde est injuste. Et puis c'est aussi encouragé, souvent, hein, quand on lit, quand on écoute les nouvelles et puis qu'on lit les journaux, c'est encouragé socialement aussi. Oui, oui. Okay. Donc là, il y a plus, je suis sûre que vous en avez bien d'autres. On a beaucoup d'autres trucs comme ça qu'on a développés. Oui. Alors moi, j'aimerais juste peut-être si vous aviez quelqu'un, mettons, qui jusqu'à date, il avait peut-être un style un peu autoritaire et puis il ne s'aimait pas nécessairement là-dedans, mais à défaut de faire autrement, là, ben, il utilisait l'autorité, puis bon, des fois des débordements, hein, comme ça arrive souvent. Mettons, une personne comme ça voudrait vraiment adopter un style plus humain, plus humaniste, plus collaborant, plus synergique. Qu'est-ce que vous lui diriez là? Ça serait quoi les premiers pas à faire pour aller pour faire un virage? Parce que c'est un virage, hein? Oui, c'est un virage, c'est un changement. Est-ce qu'on a besoin de faire un burn-out pour commencer? Non, je dirais non. Dans mon cas, il a fallu que je passe par un burn-out. J'ai des collègues aussi qui ont passé par la même... Et aussi, on a des collègues qu'on a protégés par la suite. Qu'on a vu que, cette personne-là ne va pas bien, on va la rencontrer, on l'a coachée, puis je pense qu'on a réussi à éviter peut-être un burn-out ou du moins améliorer son sort. Puis les personnes ont pris conscience que, il faut que je fasse attention à moi, là. Puis qu'est-ce qui va m'amener où je ne veux pas aller, ben, je vais en prendre conscience. Je pense conscience de soi. Oui, hein? oui, conscience. Ouais. Je pense qu'on a réussi à faire ça. Donc, une personne qui est autoritaire, une personne qui veut brasser un peu les gens, là, c'est ça que je comprends? Oui, pour avoir des résultats, parce qu'il y a du stress financier, parce que mettons que les résultats ont baissé dans l'entreprise, le stress a monté chez l'entrepreneur, il a comme plus il sent le couteau un peu à la gorge. Et puis souvent, c'est là que ça arrive que des directives deviennent plus sèches, plus... Ben, ce que j'entends ici, c'est que le leader n'est pas tranquille. Le leader est stressé, puis il communique ce stress-là à tous ses employés, ce qui est très néfaste, parce que ça
je dirais, ça fait diminuer la productivité des employés, la performance des employés. Ça, c'est du concret, ça. Ça crée de l'inquiétude, etc. Moi, je pense, ce que je dirais en une première étape, premièrement, s'écouter. S'arrêter, hein, avoir des moments d'arrêt. 15 minutes le matin, avant d'arriver au bureau, là, on prend 15 minutes et on se dit qu'est-ce qui va vraiment bien, qu'est-ce qui va vraiment mal, puis c'est-tu vrai que ça va si mal que ça? C'est-tu vraiment catastrophique ou c'est-tu vraiment... est-ce qu'on est en danger? Je vais vous donner un exemple. Je pense que c'est ça qui va répondre à votre question. On avait un type ici qui s'occupait de dossiers quand même, je dirais, assez importants au niveau de la production. Puis c'est un type qui prenait les choses très au sérieux. Et il ne se donnait pas le droit à l'erreur. Son image était très importante. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas ou qui ne pouvait pas livrer aussi vite qu'il aurait voulu, hein, il devenait très stressé, très angoissé, puis il se mettait justement dans une position à vouloir donner des consignes très sévères, très autoritaires, puis il faut que ça fonctionne, puis etc. Puis il essayait de faire la même chose avec d'autres gens de la direction ou d'autres gens dans d'autres départements. Et j'étais à ce moment-là une de ces personnes-là. Et évidemment, c'était après 2004, là, après mon burn-out, quand je suis revenu. Et à un moment donné, à ce moment-là, j'avais un bureau, il rentre dans mon bureau, puis il était rouge, puis en sueur, puis là, il parlait sans arrêt, puis il disait, là, j'ai un gros problème, on ne sera pas capable de livrer certaines commandes, etc. Puis il était complètement hors de lui. Et je l'ai écouté. Je me suis levé, j'ai fermé la porte, j'ai dit, tu vas t'asseoir, tu vas me raconter tout ça. Puis je l'ai écouté sans dire un mot, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien à dire. Puis quand il a eu fini, j'ai dit, est-ce que tu m'as tout dit? Il m'a dit, oui, je t'ai tout dit, j'ai fait le tour. J'ai dit, quel est ton plus gros problème à ce moment-ci? C'est toujours la question que je pose. Hein? Quelle est la première chose que tu crois qu'on doit faire, qu'on doit s'occuper? Quelle est la situation qui demande de passer à l'action en premier? Puis curieusement, il n'y avait pas vraiment d'urgence nulle part. Donc, j'ai dit, à l'avenir, tu peux venir puis je vais t'écouter. Mais j'ai dit, tu peux t'écouter toi-même. Mais j'ai dit, avant de rentrer dans des bureaux puis d'aller partout puis de stresser les gens, enferme-toi dans un bureau, tout seul, écoute-toi pendant une demi-heure, puis quand tu auras fini, tu ressortiras. Tu vas être plus clair pour toi qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est un peu comme si tu faisais de la plongée sous-marine dans une caverne, puis tu avais brassé, puis toute l'eau était devenue trouble. Puis là, tu prends panique parce que tu ne vois plus. Arrête de bouger, tout ça va redécanter, puis tu vas pouvoir trouver ton chemin. Parce qu'il y a juste une action que tu peux poser à la fois. Donc, tu recules. De l'écoute, laisser les choses se déposer et ensuite agir avec la conscience du moment présent. Quelle action dois-je faire en premier et s'occuper seulement de cette action-là. Donc, parce une action à la fois. Tu ne peux pas faire autrement. Essayer de faire plusieurs choses en même temps, c'est une illusion. C'est pas possible. Les femmes disent qu'elles peuvent, là, mais bon, non. on ne rentrera pas là. Non, on pourra en discuter. En fait, j'ai fait quelques observations là-dessus, puis c'est une fausseté aussi. Les femmes sont capables de switcher rapidement d'une tâche à l'autre. Okay. Mais puis les hommes c'est plus difficile pour eux de changer d'une tâche à l'autre. C'est plus difficile de reprendre le focus. Mais si vous faites une seule tâche, c'est toujours plus efficace que d'essayer d'aller d'une tâche à l'autre. Même pour les femmes, il y a une perte en productivité de switcher d'une tâche à l'autre. Dans une cuisine, c'est une autre histoire.
Est-ce qu'on pourrait dire que ce que vous venez de dire par rapport à ce monsieur-là, ces conseils que vous lui avez donnés, est-ce que ce sont c'est des conseils qui s'appliquent aussi à votre situation de transition, de grands changements, de bouleversements? Est-ce que c'est comme une base qui s'applique aux différentes situations? Je pense que oui. Essayer de faire le moins de choses en même temps. Le recul, l'observation. Le recul, prendre son temps, ouais. se déposer. L'écoute. Oui, c'est toujours applicable. C'est plus complexe maintenant avec... Donc, cette personne-là, mettons que je pense à quelqu'un là, qui voudrait vraiment devenir plus cool dans un style de gestion beaucoup plus cool. Donc, s'il commencerait avec ça, il y aurait déjà un grand changement de fait. C'est ça que j'entends? Ah oui. Un immense changement. Puis le reste, au fond, ça serait du fur et à mesure. Pour moi, l'écoute des autres personnes, l'observation, c'est la base. C'est vraiment la base de tout. On se trouve, en faisant ce mouvement-là, on prend contact avec la réalité. Ouais. Puis la grande question, c'est qu'est-ce que la réalité? On n'est jamais à 100% dans la réalité. Hein. Même lorsqu'on regarde notre vue, ce qu'on voit, c'est une construction du cerveau. Hein. On reconstruit les images dans notre cerveau. Puis on les projette. On se les projette. C'est notre perception de la réalité. Mais bon, on n'est jamais 100%, puis il n'y a personne qui est capable, mais on peut toujours s'en éloigner encore plus. Comment on peut faire le plus proche possible? C'est d'être dans l'environnement, premièrement. De là que j'ai eu l'idée de ne plus avoir de bureau. Et lorsque tu te déplaces, tu vas dans l'environnement des gens qui travaillent avec toi, bien, en fait, donne-toi la peine d'écouter. Prends le temps d'écouter, de regarder, d'observer ce qui se passe. Si tu vas là, tu fais juste parler. Tu n'apprends pas. Celui qui parle n'apprend pas. Hein? C'est celui qui écoute qui apprend. Et tu es là, tu dois apprendre. Si quelqu'un te demande de l'aide, bien, tu dois faire ce que j'appelle l'acquisition de données et non transmettre des données. Et avec ce que tu vas cueillir, la cueillette des données que tu vas faire, si tu te déposes vraiment puis que tu analyses ces données-là, tu prends le temps de t'arrêter, la réponse vient tout seul. Voici ce qu'il faut faire. Donc le leader, à la place de dire quoi faire, ou donner des consignes, ou diriger, ou parler, ou faire, c'est vraiment... écouter, c'est aussi faire quelque chose, mais c'est vraiment aller dans l'écoute. Oui. Dans la collecte de données, puis avec tous les sens, j'entends aussi, hein, c'est avec le cerveau, l'observation, avec aussi la perception de l'atmosphère. Hein. On achève déjà, c'est tellement intéressant, là, parce que j'aurais bien voulu parler aussi de comment on fait pour l'atmosphère, pour la culture d'entreprise, comment on gère les conflits, tout ça, mais j'ai l'impression qu'il y a certains principes qui vont revenir dans ces thèmes-là. Qu'il y a comme un fond commun, qui est comme un passe-partout, une clé. Oui. Une clé. Oui. Okay. En fait, je dirais fondamentalement, ma façon d'être ou de procéder avec l'entreprise, avec les gens qui nous entourent dans l'entreprise et dans ma vie privée maintenant, il n'y a plus deux mondes, c'est juste un monde maintenant. En fait, je dirais c'est la présence. La présence, c'est vraiment l'écoute, l'observation, être présent à l'autre. Donc, c'est vraiment accueillir ce que l'autre est en réalité et la situation qui est là. Puis, aider du mieux qu'on peut. Déjà, d'amener l'autre dans la tranquillité, souvent, il va trouver la réponse à sa question. Avant que tu lui proposes une réponse. Il est dans l'eau trouble, puis tu t'amènes de la clarté. Tu déposes il peut voir, puis ben oui, voici ce que je pense qu'il faut faire. Oui, parfait, fais-le. Donc, c'est en même temps favoriser, là,
ses ressources à lui, il les a. Absolument. C'est juste que dans le moment, c'est troublé, puis il Oui. ne voit plus rien, puis là, c'est l'éléphant, puis... OK. Donc, on va avoir à s'arrêter là, sinon ma vidéo va devenir trop lourde. Je comprends. Mais c'est tellement intéressant. Et en conclusion, est-ce que vous auriez un mot de la fin à nous donner? Je dirais que depuis que j'ai pris conscience que on doit accepter la réalité et on ne doit pas mettre la faute sur son environnement et les autres par rapport à ce qui nous arrive ou à notre niveau de bonheur, j'ai retrouvé en fait une sérénité, puis j'ai retrouvé un peu le bonheur dans cet exercice-là. Et finalement, ça revient à la présence. Plus on peut générer de présence dans tous les sens, hein, la présence des employés, la présence de nous-mêmes, plus on génère du bonheur. Puis le présent, c'est simple. Ce qui n'est pas simple, c'est le futur et le passé. Hein. C'est tout ce qu'on a à retenu ou ce qu'on essaie de prévoir ou de prédire ou ce qui va venir. Puis c'est toujours compliqué, ça. Mais Donc le présent, c'est simple. C'est simple, c'est très en simple. une phrase? Le présent dans une phrase, la présence dans une phrase. Il y a la compagnie TELUS qui disent le futur est simple. Ah. Hein, mais moi, je dis le présent est simple. OK. C'est ça ma phrase. Donc, Et vous le faites simplement en étant, en étant dans l'observation. En fait, la clé, c'est la conscience De ce qui est. du moment présent, Ouais. de ce qui est, de la Ouais. réalité. Ouais. C'est ça qu'il faut. OK. C'est ça qu'il faut retenir. La conscience de. Si vous perdez cette conscience-là, et des fois on se perd, hein, comme en 2004, c'est mon cas, j'ai perdu contact avec la réalité. J'ai perdu contact avec la présence, avec le moment présent. Bien, je me suis perdu. Parce qu'en fait, on est, nous sommes le moment présent. Je veux dire, on vit dans le présent, on est constitué dans le présent. Tout ce qui se passe, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est, c'est là. C'est pas dans le futur. Le futur, ça n'existe pas, en réalité. Ça existe en nos deux oreilles. Puis le passé non plus, ça n'existe pas. C'est une conception du cerveau. Puis, ce qui m'avait frappé, à un moment donné, j'avais lu, on ne peut pas se souvenir plus que de 5% de tout ce qui s'est passé dans notre vie. Puis on attache beaucoup d'importance au passé. Pourtant, Aux 5% qui sont souvent distorsionnés. on pense que on pense qu'on se rappelle de tout. Hein? Ouais. On pense qu'on a une vraiment claire idée de tout ce qu'on a fait dans notre vie. Mais en réalité, c'est 5%. Puis dans 5%-là, il y a peut-être 80% de déformation. Hein? Ouais. Donc, ça vaut quoi? Ça vaut quoi? Ça vaut pas cher. Ouais. Mais tout le bagage qu'on a acquis, qui est là, ça vaut quelque chose, mais en tant qu'outil. Dans le présent. En tant qu'outil dans le présent, pas en tant que je suis, je suis mon histoire personnelle. Ouais. Parce que si je suis mon histoire personnelle, c'est pas grand-chose. Là. Ouais. C'est 5% que tu peux te rappeler, puis déformer à 80%. Ça vaut pas grand-chose. Hein? Donc, Michel, j'ai hâte de vous voir contaminer. Hein? Moi, je vais suivre ça là, dans la mesure du possible. On va y aller doucement. Oui, doucement. Et je crois qu'il y a un grand besoin dans le monde des affaires. Bien, partout dans le monde, là, mais dans le monde des affaires, il y a beaucoup de place pour la contamination positive. Hein? Alors, merci beaucoup, Michel, de m'avoir accordé ce temps-là. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine.